Nous sommes dimanche 8 juin, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue dans votre journal. Ferveur et recueillement dans les églises. Les chrétiens célèbrent aujourd'hui la Pentecôte, 50 jours après Pâques, une fête spirituelle majeure marquée par la descente du Saint-Esprit et vécue avec intensité à Abidjan comme à l'intérieur du pays. Soulagement pour les automobilistes d'Abidjan Sud. L'échangeur du Grand Carrefour de Koumassi est officiellement ouvert à la circulation ce dimanche. Une infrastructure stratégique pour désengorger l'un des axes les plus fréquentés de la capitale économique. Et puis, ce 8 juin, c'est la journée mondiale de l'océan. La Côte d'Ivoire y associe pleinement avec un message fort. Notre océan, notre responsabilité, notre chance. Le gouvernement réaffirme son engagement pour la protection du littoral. Vous entendrez dans ce journal la déclaration du ministre de l'Environnement. 50 jours donc après la fête de Pâques, les chrétiens célèbrent aujourd'hui la Pentecôte, un moment spirituel fort et de rappel qui rappelle la descente du Saint-Esprit sur les apôtres à travers le monde. Cette solennité rime avec prière, ferveur et espérance. En Côte d'Ivoire, la foi s'est exprimée dans les églises ce matin. Première étape de notre tournée, Bouaké. À Bouaké, capitale de Gbeke, où les églises étaient en liesse ce matin. Dans la ferveur, les fidèles ont commémoré la descente du Saint-Esprit, symbole de renouveau spirituel. Chants, louanges, homélies, la célébration de la Pentecôte a fédéré catholiques et protestants autour du message d'unité et de foi. Reportage, Laure Goretti, Priska Kwasi et Kader Sogodogo. 50 jours après Pâques, la Pentecôte. Cette fête chrétienne est célébrée ce dimanche partout dans le monde. À la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Allionsou à Bouaké, les fidèles, dans la joie, célèbrent ce moment. Le père curé Bana Nguessan, dans son homélie, revient sur les grandes manifestations du Saint-Esprit dans l'histoire biblique. Quand on écoute Luc nous raconter la descente du Saint-Esprit, on a des effets cosmiques. Il y a d'abord la maison qui est secouée, le vent, et il y a la descente du Saint-Esprit sous forme de langue. Quand on compare cela à ce qui s'est passé sur le mont Sinaï, quand Moïse montait pour rencontrer le Seigneur, il y avait ces manifestations climatiques, symbole de la puissance de Dieu. Autre lieu, l'église vase d'honneur. La Pentecôte est aussi célébrée dans la ferveur et l'adoration. Jésus a promis que le Saint-Esprit viendra. Effectivement, pendant que les disciples étaient dans la chambre haute, le Saint-Esprit est venu sur eux et ce jour-là, la présence de Dieu était vraiment palpable sur eux et l'évangile, le christianisme a commencé à connaître un grand essor. À l'église Christianisme Missionnaire et Alliance CMA du quartier Air France sont sortis nombreux pour prier et invoquer la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit étant venu pour éclairer, pour nous conduire dans la vérité, aujourd'hui nous sommes venus pour commémorer ce grand événement qui est la venue du Saint-Esprit. La Pentecôte reste ainsi un moment fort du calendrier chrétien. C'est un moment de joie et de renouveau spirituel. Direction Méagui, dans la région de la Nawa. Là aussi, les chrétiens se sont rassemblés nombreux pour vivre intensément la Pentecôte. Une célébration empreinte de spiritualité, mais aussi d'engagement dans la prière pour la paix dans le pays. Ambiance et temps fort avec notre reporter Khalil Diomandé. Les fidèles chrétiens de la ville de Méagui célèbrent la Pentecôte, marquant la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. À la paroisse Saint-Ignace d'Antioche, le père Charles Olidjo, face à sa communauté, souligne l'importance de la Pentecôte tout en exhortant les paroissiens à cultiver la paix et la tolérance, particulièrement en cette période électorale. 3 choses à retenir. C'est Dieu qui nous envoie son Esprit Saint pour nous protéger contre toute adversité. La deuxième chose, c'est l'unité. L'Esprit Saint est venu pour rassembler les hommes. Enfin, l'Esprit Saint est venu sous la forme du feu. Donc c'est l'énergie, le dynamisme, la paix,
l'amour dans le cœur des gens. Je voudrais, en ce jour spécial, que cet esprit même puisse régner sur la Côte d'Ivoire, puisse régner sur nos dirigeants, pour qu'ils aient la force nécessaire de pouvoir diriger la Côte d'Ivoire, que l'esprit puisse nous apporter le bonheur, la sagesse. Les fidèles commémorent l'événement à travers chants et danses, mais aussi des messages centrés sur le vivre ensemble. Même après la célébration de la Pentecôte, les guides religieux entendent multiplier les messages de paix à l'endroit de leurs communautés respectives. Et voilà ce qu'on peut dire à l'heure qu'il est sur la Pentecôte, célébration donc de la Pentecôte, 50 jours après Pâques. Nous y reviendrons plus largement ce soir dans le 20h. Depuis plus de 120 ans, le Rotary International incarne un idéal de service et de solidarité à travers le monde. Dans quelques semaines, le 1er juillet, un nouveau chapitre s'ouvrira pour le district 9101 qui regroupe plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. À sa tête, un homme au parcours exemplaire, forgé dans l'engagement et la vision humaniste du Rotary. Un gouverneur élu, bientôt en fonction, M. Aboubakar Ouattara sera notre invité pour évoquer sa feuille de route, ses convictions et les grands défis de ce vaste district. Bénévolat, jeunesse, développement local, paix et environnement, le Rotary se veut plus que jamais acteur de transformation. Bonjour, M. Ouattara. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, vous êtes prêt à assumer vos fonctions à partir du 1er juillet? Tout à fait, nous sommes préparés à cela. Vous êtes préparé à cela? Exactement. Oui, parce que depuis 2 années quand même, de 2 ans avant que vous preniez fonction, vous êtes gouverneur nommé. Exactement. Et 1 an avant, vous êtes gouverneur élu. Tout à fait. Nos dirigeants sont désignés ou élus 2 ans avant pour les mettre dans un parcours de préparation. Et ce parcours-là prend effectivement fin le 30 juin avec donc un début d'exercice au 1er juillet. D'accord. Gouverneur nommé, gouverneur élu et après gouverneur tout court. Exactement. C'est cela. On va se retrouver tout à l'heure, dans Merci. une demi-heure, pour développer tout ça. C'est une nouvelle qui réjouira plus d'un usager de la route à Abidjan. Je vous le disais au sommaire, l'échangeur du Grand Carrefour de Koumassi est désormais ouvert à la circulation. Situé sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny, ce gigantesque ouvrage vise à désengorger l'un des points noirs du trafic urbain. Ce matin donc, notre reporter Jean-Louis Gbangbo est allé faire le constat de la circulation et vous pouvez le voir sur place. Donc, il est allé recueillir les premières réactions des automobilistes. Jean-Louis Gbangbo nous proposera son reportage complet ce soir dans le 20h. Préserver l'océan, c'est protéger notre avenir commun. En ce dimanche 8 juin, la Côte d'Ivoire s'associe à la communauté internationale pour célébrer la Journée mondiale de l'océan. Le gouvernement ivoirien réaffirme son engagement pour une gestion durable du littoral à travers une déclaration forte, déclaration lue au micro RTI 1 de Grace Kando. Notre océan, notre responsabilité, notre chance. Thème de la Journée mondiale de l'océan, édition 2025. Cette célébration vise à rappeler l'importance vitale des océans pour l'équilibre climatique mondial, la biodiversité et la vie humaine. Pour notre pays, bordé par l'océan Atlantique, la mer est à la fois une source de vie, de richesse économique, de sécurité alimentaire et un vecteur culturel majeur pour les communautés côtières. Cependant, nos océans sont aujourd'hui gravement menacés. La pollution plastique, la surpêche, l'érosion côtière, les effets du changement climatique et la dégradation des écosystèmes marins et côtiers mettent en péril cet héritage naturel commun. Le gouvernement ivoirien a pris plusieurs mesures pour protéger le littoral et en assurer un avenir durable aux populations côtières. L'adoption de la stratégie nationale pour la gestion intégrée du littoral pour concilier développement économique et préservation des milieux côtiers. La création et l'extension d'aires marines protégées, notamment dans le cadre du Parc national des îles Ewotilé et des zones humides Ramsar. La lutte contre la pollution marine à travers la réduction de l'utilisation des plastiques à usage unique et la promotion d'une économie circulaire. Le renforcement de la résilience des communautés côtières en soutenant la pêche durable, les activités génératrices de revenus et la sensibilisation des populations. À cela, il faut ajouter les efforts au niveau régional et international, en partenariat avec les pays du Golfe de Guinée,
pour une gouvernance plus efficace et solidaire de nos océans communs. Cette année, une attention particulière est portée aux populations du littoral. C'est à juste titre que Jacquesville a été choisi pour la célébration officielle de cette journée de l'océan. Un reportage signé Grace Kando du service Société de la rédaction. On va à présent ouvrir la page santé de cette édition. Une Côte d'Ivoire sans paludisme, c'est possible. Après 4 années de phase pilote, le projet Plus de chimioprévention chez les nourrissons tire un bilan encourageant. Le pays veut désormais passer à l'échelle pour toucher plus d'enfants et réduire drastiquement l'impact de cette maladie endémique. Astou Touré et Issa Dambélé nous expliquent. Fin du projet pilote Plus en Côte d'Ivoire, programme de chimioprévention pérenne contre le paludisme chez le nourrisson, implémenté en Côte d'Ivoire depuis 2022 par Population Service International, PSI. 3 districts sanitaires à forte endémicité palustre, notamment à Bangourou, Séguéla et Boisflé, ont bénéficié. On voit des résultats vraiment encourageants. De se greffer sur le programme élargi de vaccination a permis que la couverture pour les enfants est faite. Une forte mobilisation communautaire a accompagné des résultats de ce projet. La phase pilote a duré 3 ans. La Côte d'Ivoire entend passer à échelle. Nous devons à présent nous approprier ces résultats. Une phase pilote qui nous a permis de voir la faisabilité et de voir tous les contours de la mise en œuvre de cette chimioprévention sur les enfants. Et aujourd'hui, le message est que nous devons nous approprier ces résultats. Puisque ces résultats sont encourageants, nous devons les approprier et faire en sorte de les mettre à échelle avec les moyens qu'il faut. Pour 0 décès dû au paludisme en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire entend mettre l'accent sur la prévention. Offrir aux futures mamans un meilleur accompagnement nutritionnel. C'est cela l'objectif d'une nouvelle feuille de route lancée en Côte d'Ivoire grâce à un partenariat avec l'UNICEF et Helen Keller International. Le programme national de nutrition veut combattre les carences et améliorer la santé maternelle et infantile. Explication avec Didier Nguessan et Williams Begré. La Côte d'Ivoire enregistre une prévalence de petits pois à la naissance d'environ 10%. Les régions du Tchologo, du Poro et de la Bagoué comptabilisent la plus forte prévalence de l'anémie chez la femme enceinte avec 68,3%, suivi du Béquet 67,1%, selon l'enquête démographique de la santé de 2021. Le Programme national de nutrition, le Conseil national de l'alimentation et la nutrition et l'ONG Helen Keller International travaillent à vulgariser la supplémentation en micronutriments chez la femme enceinte. Nous avons acquis un financement de Eleanor Crop Foundation pour accompagner l'État de Côte d'Ivoire à travers le Programme national de nutrition pour le développement d'une feuille de route sur la supplémentation en micronutriments multiples en collaboration avec le Programme national de nutrition sous la supervision du CONANUT sur 5 mois pour un montant de $100 000. La supplémentation en micronutriments multiples suivant une dose quotidienne de 15 vitamines et minéraux améliore l'issue des grossesses selon la même enquête. Ce que nous allons entamer aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les femmes anémiées puissent être traitées avec le fer et l'acide folique et prévenir l'anémie chez les femmes avec les micronutriments multiples. Et donc, il y a toute l'acquisition dans la logistique et également le coût opérationnel lié donc, à la dissémination, à la distribution de ces intrants. Ces actions de nutrition maternelle contribueront à éliminer toutes les formes de malnutrition d'ici à 2030. Allons-y à San Pedro, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Là-bas, l'heure est au nettoyage et à la solidarité. Les étudiants résidents ont saisi l'occasion des premières journées socio-culturelles et sportives pour entretenir leur lieu de vie. Une initiative du CRU qui allie responsabilité citoyenne et cohésion universitaire. Reportage signé Sam Conan, notre correspondant sur place. Des étudiants nettoyant chambres et toilettes de la cité universitaire. Nous sommes à la première édition des journées socio-culturelles et sportives organisées par le Centre régional des œuvres universitaires de San Pedro.
Il s'agit pour ces occupants de la cité de rendre leur cadre de vie et d'études sain. Il faudrait que ces personnes qui vont venir après nous sachent qu'il y avait des personnes qui étaient propres, qui étaient dans cette chambre. Plusieurs autres activités étaient au menu. Entre autres, le sport avec des rencontres de football et des jeux de société. L'objectif, selon la direction du CROU, est de favoriser la culture de la propriété et d'entretenir une vie sportive chez les étudiants. Notre objectif, c'était vraiment de laisser nos étudiants partir avec des cités vraiment propres. Et c'est eux-mêmes qui nous ont demandé de faire cette activité et nous les avons accompagnés. Ils ont pu nettoyer leur cadre de vie et déjà on leur inculque la notion de l'entretien de son cadre de vie. Et ce que nous faisons, c'est pour accompagner la vision de notre ministre de tutelle qui est vraiment en train de tout faire pour que l'étudiant change de mentalité. C'est l'étudiant nouveau. Une journée socio-culturelle et sportive avec à la clé des récompenses. Ainsi, des prix ont été attribués à la chambre la plus propre et aux vainqueurs des compétitions sportives. De San Pedro, direction Paris, où la Côte d'Ivoire était présente récemment lors de la Semaine de l'Afrique à l'UNESCO. Une vitrine culturelle, politique et économique pour les États du continent. Que retenir de la participation ivoirienne? Quelle visibilité pour les artistes et intellectuels présents? Régis Kofi et Ulrika Dongon étaient nos envoyés spéciaux sur place. Ils nous font le point. Des ambassadeurs représentant des pays africains auprès de l'UNESCO portant la réflexion sur les défis auxquels est confronté le continent. Une volonté des pères fondateurs qui se concrétise, eux qui ont suscité la création de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue l'Union africaine. La Semaine de l'Afrique de l'UNESCO est d'ailleurs une célébration de l'organisation qui a vu le jour en 1963 dans le but de rapprocher les peuples. Cette année encore, les ambassadeurs, experts et autres décideurs se sont donné rendez-vous à Paris autour d'une problématique marquée par plusieurs activités, animées par de nombreux pays, dont la Côte d'Ivoire. Le public a vraiment apprécié les expositions que nous avons faites au niveau culturel, notamment la présentation du Didier Ayekwe, c'est-à-dire le tambour parleur ou le tambour de guerre. Ce qui a été apprécié aussi au niveau culturel, ce sont les pagnes tissées que nous avons exposées. Et la Côte d'Ivoire, comme à l'accoutumée, a eu son espace gastronomique vraiment envahi par les participants. Tout le monde voulait goûter notre attiéké. La Côte d'Ivoire s'est illustrée de fort belle manière grâce à notre compatriote, le professeur Justin Pita, qui est professeur à l'UFR Biosciences de l'Université Félix Houphouët-Boigny et qui est le directeur exécutif du Centre régional d'excellence qui s'appelle WAVE de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Le professeur Pita a abordé la coopération scientifique dans la restauration et la valorisation du patrimoine végétal africain, le cas des tubercules de manioc. Tous les paysans, ceux qui font la tchéké, sont venus à WAVE et ont dit on a besoin de Tinadjo, on a besoin de SAPEL. Mais à travers la culture de tissu, nous avons pu restaurer, restituer SAPEL et nous avons des milliers de vitraux plans prêts à être donnés aux paysans aujourd'hui. Et ça, c'est par la science. Inscrit au patrimoine de l'UNESCO, l'attiéké s'est fait connaître davantage à la Semaine de l'Afrique. D'abord, pendant la dégustation, ensuite dans ce stand animé par la délégation permanente de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes dans des petites quantités, nous sommes encore dans des échantillons et l'idée, en tout cas, c'est de pouvoir arriver à faire des usines de l'attiéké d'or pour que l'attiéké soit modernisée. Donc l'attiéké d'or est là pour dire les étapes, nous les respectons, mais nous essayons de moderniser pour aller plus loin. Ce qui manque, c'est les financements. Le financement, ce dont a besoin l'Afrique pour atteindre des sommets. Des efforts sont faits en ce sens et le groupe Afrique peut compter sur des partenaires solides, tels le président de la banque d'affaires Algest, qui soutient la priorité Afrique et qui a déjà posé des pas en faveur de l'école ivoirienne. La Semaine de l'Afrique ne pouvait pas mieux se terminer sans les sonorités traditionnelles et modernes venues du continent. Le public n'a pas boudé son plaisir devant les rythmes enivrants des groupes musicaux lors de la soirée gala marquant la clôture. Il faut dire que le public a vraiment admiré la prestation de la Côte d'Ivoire au gala à travers le port des pagnes traditionnelles et modernes, accompagnées des danses modernes et tradis modernes.
avec vraiment nos mannequins. C'était très beau, c'était féerique. Et après avoir brillé sur cette scène internationale à l'UNESCO, la Côte d'Ivoire poursuit cette célébration de l'identité africaine sur ses propres terres, cap à présent sur Kanganyanze, lieu de mémoire et d'histoire profonde. Souvenir, mémoire donc et identité. Le réseau Adwin pour l'impact des femmes africaines et afrodescendantes y a marqué une halte symbolique. Kanganyanze, c'est ce village historique, ancien lieu de purification des esclaves. Jean-Luc Gbangbo nous y amène. Kanganyanze, paisible village à une centaine de kilomètres d'Abidjan, fut autrefois un point de passage obligé sur la route de l'esclavage. C'est ici aujourd'hui que le réseau des femmes leaders africaines et afrodescendantes, Adwin, est venu renouer avec la mémoire. C'est ici que tout a commencé et c'est d'ici qu'il faut repartir parce qu'on ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient. Dans une chorégraphie flamboyante, les étudiants de l'INSAC ont offert à ces afrodescendants un voyage dans l'histoire et la culture. Téléphone en main, les invités capturent ce moment. D'autres quittent les rangs, happés par le rythme pour danser, partager et communier. Une fusion des corps et des cultures au grand bonheur des personnalités présentes. Nous avons voulu symboliser l'engagement, à nous approprier notre héritage. On fait une force par un acte symbolique et prophétique ici à Kanganyanze. En foulant cette terre, nous ne faisons pas que nous souvenir d'un passé douloureux, mais nous sommes venus puiser la force pour transformer cette mémoire en une source de guérison. Une stèle dressée à quelques mètres témoigne de ceux qui ont traversé sans retour. Là où l'eau lavait les corps, les esprits aujourd'hui se recueillent. L'héritage que chacune d'entre nous porte à travers ses veines vient probablement de notre continent. Il était important, effectivement, que toute cette énergie que chacune d'entre nous porte, avec bien sûr le passé, parfois tragique, mais surtout avec l'énergie du futur, portée autour des valeurs de leadership féminin, il était important que l'on vienne ici se recueillir. Cette journée, entre danse, histoire et engagement, s'inscrit dans le 5e pilier du réseau Adwin, la redécouverte des racines africaines comme socle de leadership, de transmission et de dignité. À Kanganyanze, la mémoire a trouvé écho et l'avenir un point d'ancrage, un pont jeté entre l'Afrique et sa diaspora. C'est un reportage signé Jean-Louis Gbangbo avec la collaboration technique de Jamasso. Vendredi dernier, les musulmans de Côte d'Ivoire ont célébré l'Aïd el-Kébir, la grande fête du sacrifice. Dans un esprit de piété, de partage et de solidarité, la Tabaski a rassemblé les familles. Cap à présent sur Agboville, Ndossi et Séguéla pour revivre les moments forts de cette célébration. Agboville a vibré ce matin au rythme de la Tabaski. À la grande mosquée, la prière solennelle a été dirigée par l'imam central, Ibrahim Khalil Diarra. Dans son sermon, il a rappelé le sens du sacrifice d'Abraham, un acte de foi et de soumission, avant d'insister sur l'urgence de préserver la paix et la cohésion en cette année électorale. Un message reçu 5 sur 5 par les autorités présentes, notamment le président du conseil régional de l'Aïebi Tiassa. Très bonne fête de Tabaski au président de la République, à l'ensemble de mes frères et sœurs musulmans, et que ces moments de spiritualité, de fraternité renforcent la paix et la convivialité dans notre région et dans notre pays. Convivialité, partage et solidarité ont marqué cette journée. À Agboville, comme partout ailleurs, la Tabaski a été l'occasion de réaffirmer les valeurs qui unissent la foi, la paix et le vivre ensemble. La communauté de la mosquée Noufou Karolé, dans la commune de Ndossi, n'est pas restée en marge de cette célébration religieuse. Dans son sermon, l'imam Moussa Konaté a déconseillé la consommation de la drogue et a encouragé au respect des aînés ainsi que de leurs parents. Le guide religieux n'a pas manqué de prier aussi pour des élections apaisées. La fête de l'Aïd el-Kébir 2026
est célébrée en année électorale. Pour éviter les foyers de tension, les guides religieux multiplient les appels à la consolidation de la paix et du vivre ensemble. Ségéla, la célébration de l'Aïd el-Kébir s'est déroulée à l'espace pavé. Les fidèles musulmans commémorent le sacrifice d'Abraham. Aujourd'hui, il y a la paix et c'est dans la paix qu'on peut bien fêter. Vraiment, nous sommes joyeux que ce mois de partage, de voir les non-musulmans et les musulmans se côtoyer. Je voudrais, au nom de la population, souhaiter une santé en or au président de la République et souhaiter aussi que nous sommes à une année électorale, que les choses se passent dans les normes, dans une certaine paix pour le développement de notre pays. L'imam Bakayoko Abou a officié la prière. Dans son sermon, il a rappelé l'importance de l'Aïd el-Kébir et son lien indissociable avec la paix. À Ségéla, en ce jour de l'Aïd el-Kébir, musulmans et non-musulmans parlent d'une seule voix pour le renforcement du dialogue social en Côte d'Ivoire. Divo prend des allures d'abattoir géant en ce jour de Tabaski. Des dizaines de bœufs immolés et distribués aux populations, manifestation de la solidarité recommandée en ce jour de fête musulmane. L'initiative est du député de la commune de Divo, Famoussa Koulibaly, avec le soutien de partenaires belges. Ma vision, c'est le partage. Il est bien de se mettre au service de ses parents. C'est pourquoi je suis venu. Comme pour joindre l'utile à l'agréable, donateurs et bénéficiaires ont partagé un repas, moment de convivialité visant à renforcer la cohésion sociale dans cette cité du vivre ensemble. Nous étions donc à Agboville, Ndoussi, Ségéla et Divo, des reportages tournés donc vendredi, jour de fête, jour de l'Aïd el-Kébir. Et Daloa aussi parle le langage de la paix. Dans un contexte préélectoral sensible, le centre culturel de la ville a accueilli un panel sur le vivre ensemble et la cohésion sociale. Une initiative du maire Stéphane Belly avec la participation des chefs traditionnels, des leaders communautaires et de la société civile. Compte rendu Maïssa Kogei. Centre culturel de la Cité des Antilopes. Autour du thème La cohésion sociale, une présidentielle sans violence, 4 panélistes ont entretenu l'assistance, essentiellement composée de représentants de plusieurs organisations de la société civile, des chefs de village et des autorités administratives, sur l'importance de maintenir un climat de paix en période électorale. Une initiative du maire de Daloa, Stéphane Belly, saluée par les participants. Nous sommes venus apporter modestement la connaissance à travers, en tout cas, les panélistes qui ont été à la hauteur des échanges et qui ont partagé avec nous leur vécu. Et cela nous réjouit. Le maire de Daloa, Stéphane Belly, a mis à profit cette occasion pour sensibiliser l'ensemble de la population à la cohésion et au vivre ensemble. À l'orée des élections, nous constatons que nous sommes toujours à la croisée des chemins. Nous avons donc décidé, avec le conseil municipal, d'œuvrer donc à assurer le bien-être social de nos concitoyens en instaurant ce panel. Aujourd'hui, nous avons pu gratifier les populations pour que là où elles se trouvent, elles puissent sensibiliser donc leur proximité à l'effet que Daloa reste toujours l'havre de paix qu'il a toujours été. Selon le premier magistrat de la commune de Daloa, ce panel est un appel à un engagement collectif pour l'instauration d'une paix durable dans le pays. Un coup de tonnerre au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le Rwanda annonce se retirer officiellement de l'organisation. Kigali dénonce le fait de n'avoir pas pu en assurer la présidence tournante et déclare déplorer l'instrumentalisation de la CEEAC par la République démocratique du Congo avec le soutien de certains États membres. La conférence des chefs d'État et gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique centrale a prolongé samedi d'une année supplémentaire la présidence du président de Guinée équatoriale sur fond de tension entre la RDC et le Rwanda. C'est l'heure. Nous passons tout de suite au magazine du dimanche, votre magazine préféré. Monsieur le gouverneur élu du Rotary International District 9101 nous a rejoint en plateau. Il est installé. C'est monsieur Aboubakar Ouattara. Bonjour, monsieur Ouattara. Bonjour, monsieur. Bienvenue encore sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, le début de votre mandat, c'est bien le 1er juillet prochain.
Tout à fait. C'est le 1er juin 2025 pour une année qui devra donc s'achever au soir du 30 juin 2026. 30 juin 2026. Et pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas bien le Rotary, comment définiriez-vous, M. Ouattara, ce club service, cette organisation? Le Rotary est la toute première organisation humanitaire de service au monde, qui a été créée il y a à peu près 120 ans, qui regroupe donc des hommes et des femmes d'action, qui tous les jours travaillent à améliorer les conditions de vie des populations. Mais ce qui est important de noter, ce n'est pas tellement la définition que nous donnons du Rotary, c'est ce que nous réalisons. Alors, quelles sont les principales actions du Rotary international? Tous les jours, nous travaillons à construire des écoles, là où nos gouvernements n'ont pas été en mesure de le faire. Partout, nous travaillons à fournir des médicaments dans les hôpitaux. Partout, nous participons à la fourniture d'eau. Et pour faire le lien avec le sujet d'actualité qui a cours en ce moment, c'est la situation dramatique que nous vivons à Vridi avec le choléra. Comme vous le savez, le choléra fait partie des maladies hydriques, essentiellement dues à deux principales causes. La consommation d'eau impropre et puis l'utilisation de toilettes non hygiéniques. Les Rotariens, partout dans le monde, travaillent à apporter de l'eau potable et à construire des toilettes qui soient hygiéniques pour nos différentes populations. D'accord. Vous le disiez, vous avez 100 ans, 120 ans depuis le 23 février 2025, parce que vous êtes né en 2005, en 1902. 1905. Le 23 voilà. Février 1905. Voilà, exactement. Il faut être précis, très précis. 23 février 1905. Et il y a aussi le Rotaract, il faut en parler. Ça, c'est l'organisation des plus jeunes. Oui, le Rotaract, c'est notre organisation qui regroupe les jeunes professionnels de moins de 35 ans en fonction des pays. Parce qu'au sein de notre organisation, nous croyons au futur des prochaines générations. Et ce que nous disons, c'est que le présent n'appartient pas... Le futur n'appartient pas aux jeunes, c'est le présent qui leur appartient. Donc nous formons d'ores et déjà les futurs leaders de demain à l'exercice donc du service au bénévolat. D'accord, c'est le présent qui appartient aux jeunes. Tout à fait. D'accord. Qu'est-ce qui distingue? Parce que ce que vous avez dit, ce que vous faites, il y en a beaucoup d'organisations humanitaires qui le font aussi. Mais qu'est-ce qui vous distingue, vous, Rotary International, des autres organisations? Ce qui nous distingue, c'est essentiellement les valeurs que nous partageons. Vous avez plusieurs clubs de service, en effet, mais la principale distinction, ce sont les valeurs que les Rotariens partagent. Alors, quelles sont ces valeurs-là? C'est d'abord les valeurs d'éthique et d'intégrité que nos membres partagent. Ce sont les valeurs de camaraderie et de service, parce que, étant dans le bénévolat, nous considérons que vous êtes soudés par l'amitié et la camaraderie. Cela vous donne les ressources nécessaires pour aller plus loin dans vos efforts de service. Ce qui nous distingue aussi des autres clubs de service, c'est la diversité. Au sein de notre organisation, vous avez toutes les couches socio-professionnelles de la vie de tous les jours. Ce qui nous distingue également, c'est le leadership. Les Rotariens et les Rotaractiens sont des leaders, chacun dans leur domaine d'activité. Vous parlez de bénévolat, mais beaucoup pensent que le Rotary International, c'est un club de super riches. Est-ce que parmi vous, il y a des pauvres? Notre organisation est assez issue des leaders. C'est vrai que les Rotariens ne sont pas les plus riches dans leurs différentes cités, mais ce sont ceux-là qui sont susceptibles et capables de se défaire d'une partie de leurs ressources, de consacrer des heures de bénévolat pour les autres communautés. Mais ce qu'il est important de noter, c'est que notre organisation repose aussi sur un certain nombre de règles. Ces règles-là vous incitent à participer à un certain nombre d'événements et surtout à vous acquitter de cotisations pour le bon fonctionnement de l'organisation. Même si vous n'êtes pas les plus riches de la cité, vous devez être en mesure de respecter vos engagements vis-à-vis de l'organisation. Et ces engagements-là, c'est quoi en général? Il y a trois choses essentiellement. La première chose, c'est vous acquitter de vos cotisations. D'accord. Toute organisation requiert donc que vous mobilisez des ressources pour le fonctionnement. Qui ne sont pas très élevées? Non, qui ne sont pas élevés, qui sont à la portée de chacun d'entre nous. C'est ça. Ensuite, il y a la participation à des événements nationaux et internationaux. Donc, étant dans le bénévolat, chacun doit être capable de pouvoir donc honorer ses engagements en termes de participation. Et puis, il y a tout ce que nous collectons tous les jours
pour pouvoir donc appuyer nos actions. C'est ça. Et au sein de vos organisations, il y a des membres, il y a le président de club, les adjoints de gouverneurs, les gouverneurs eux-mêmes, administrateurs de Rotary et puis pourquoi pas président du Rotary International. Tout à fait, exactement. Voilà. Et quel regard vous portez sur le rôle de gouverneur de district? Est-ce que pour vous, c'est une grosse responsabilité ou alors c'est un honneur? C'est davantage une responsabilité parce que cela requiert un sacrifice important, cela requiert un engagement à très haut niveau. On peut parler de pression là? Je ne dirais pas pression, c'est davantage la responsabilité à titre personnel. Mais à l'échelle de la nation, c'est un honneur parce que nous avons un district de 10 pays et il reviendra donc à un Ivoirien de diriger cette organisation pendant 1 an. Donc pour la Côte d'Ivoire, c'est véritablement un honneur. Et en tant que gouverneur élu, quelles seront vos premières orientations, vos premières mesures dès votre prise de fonction effective le 1er juillet? Nous avons, au cours de ces récents mois, travaillé avec nos différentes équipes dans les différents pays. Nous avons un certain nombre de chantiers qui ont été ouverts. Ces chantiers-là concernent donc la question de la santé de la mère et de l'enfant. Un axe sur lequel nous allons beaucoup insister au cours du prochain mandat. Le second pilier que nous allons davantage renforcer, c'est la question de l'environnement. Nous avons à ce titre-là noué des partenariats avec les acteurs clés du domaine et donc nos actions vont également être consacrées à ce secteur d'activité-là. Et puis ensuite, il y a tout ce qui touche à la santé de la mère et de l'enfant. La santé de la mère et de l'enfant, nous allons également insister sur ce chapitre. Vous parlez d'environnement, les inondations, la déforestation, tout ça, c'est des questions qui vous préoccupent. Oui, c'est d'ailleurs notre 7e cause prioritaire. Nous avons un certain nombre de causes prioritaires et l'environnement a été instauré il y a quelques années. Pourquoi? Parce que pour nous, au Rotary, les hommes et les femmes doivent vivre en harmonie avec l'environnement. Chaque fois que nous contribuons d'une façon ou d'une autre à dégrader cet environnement, nous en payons les frais directement, mais davantage pour les générations futures. Donc le Rotary a mis en place tout un ensemble de mécanismes tendant donc à la sensibilisation des gouvernements, des principaux acteurs sur les questions de préservation de l'environnement sur chacun des piliers. Comment vous évaluez l'impact réel des actions du Rotary sur le terrain, notamment en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous avez déjà mis en œuvre? Ça, c'est une excellente question. Je vais vous donner 3 exemples concrets. Le premier exemple, je vais le prendre dans le secteur de la santé, de la poliomyélite. Chacun d'entre nous a été très heureux lorsque la Côte d'Ivoire a été championne au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Les hommes qui étaient sur le terrain, ces jeunes-là n'ont pas contracté la poliomyélite. Le Rotary a été en avant-garde de la lutte contre la polio depuis plusieurs années, ce qui fait qu'aujourd'hui, notre pays, la Côte d'Ivoire, est totalement exempt de polio. Ça, c'est l'œuvre concrète du Rotary. On se souvient de l'une de vos membres, elle est tellement célèbre, richement, Irène. Tout à fait, qui a été la figure de la lutte contre la poliomyélite en Côte d'Ivoire. À côté de ça, vous avez la question des toilettes publiques. On parlait tout à l'heure malheureusement de la situation de choléra. Les Rotariens, tous les jours, travaillent dans chacune de nos villes à fournir des toilettes hygiéniques aux populations. La question de l'école. Nous, Rotariens de Côte d'Ivoire et des 10 pays, travaillons tous les jours à fournir des écoles aux différentes populations. Et juste pour terminer, je vais prendre le dernier exemple, qui est l'Institut des aveugles de Yopougon. Cet institut-là regroupe des enfants malvoyants. Le Rotary a réussi... Et non-voyants. Malvoyants et non-voyants, exactement. Le Rotary, donc, a réussi à mettre en place des activités génératrices de revenus pour ces enfants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces enfants non-voyants et malvoyants sont capables de diriger une activité, en produire des revenus et eux-mêmes faire des dons à des communautés qui sont plus défavorisées qu'eux. Je pense qu'il n'y a pas meilleur exemple de solidarité que cela. Et il faut le dire, vous agissez souvent en partenariat avec des ONG, avec des organisations et institutions. C'est cela, non? Tout à fait. Cela dure depuis plusieurs années parce qu'à côté des gouvernements, nous pensons qu'il importe de créer des synergies. C'est ça. Donc le Rotary, depuis plusieurs années, en a fait un cheval de bataille et nous avons lié des partenariats très forts avec des organisations à travers le monde. La Fondation Bill Gates,
le Centre des maladies infectieuses des États-Unis, l'OMS et un certain nombre de partenaires, parce que nous croyons la force des synergies et des partenariats. C'est ça. Quels sont les plus grands défis auxquels sont confrontés aujourd'hui les clubs Rotary en Afrique de l'Ouest, on va le dire comme ça? Oui, la question peut même transposer à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, notre principal défi, c'est la question du développement de nos effectifs. Comme vous le savez, les populations partout dans le monde ont considérablement évolué, mais nos effectifs n'ont pas été en lien avec la croissance des populations à travers le monde. Donc, un des chantiers importants auxquels nous nous consacrons aujourd'hui, c'est le développement de nos effectifs. Le corollaire de cela, c'est l'engagement et l'implication de nos membres. Étant dans le bénévolat, nous pensons que nous avons des membres impliqués, engagés. Cela peut produire de bien meilleurs résultats et davantage de résultats pour les populations bénéficiaires. Et quelle stratégie, vous, en tant que le président, le gouverneur élu qui va prendre fonction, qui deviendra gouverneur, quelle stratégie vous avez pour mobiliser davantage les jeunes et les femmes, par exemple? Oui, ça aussi, c'est un sujet extrêmement important qui nous préoccupe depuis quelques années. Nous avons une sous-représentation des femmes au sein de notre organisation. À l'échelle mondiale et même en Côte d'Ivoire, ça ne les intéresse pas, elles? C'est davantage une méconnaissance par cette couche de la population et aussi par l'histoire. Mais il y a quelque chose à distinguer. Au niveau de nos jeunes professionnels, justement, les Rotaraxiens, lorsque nous faisons les analyses, ils ont autant de jeunes filles que d'hommes. La proportion est respectée. C'est chez les adultes que ça va pas. C'est chez les adultes. Et donc, depuis quelque temps, nous travaillons à faire en sorte que les dames participent davantage à nos activités et assument des fonctions de responsabilité. Et d'ailleurs, la présidente actuelle du Rotary International est une dame, ce qui fait que les femmes ont de plus en plus de positions stratégiques au sein de notre organisation. Monsieur le gouverneur élu, en octobre prochain, octobre 2025, la Côte d'Ivoire, il y aura un scrutin présidentiel. En cette période préélectorale, les tensions sont déjà notables, elles sont assez vives, que ce soit verbalement ou autre chose. Vous, en tant que Rotary, quel rôle vous jouez face à tout ça? Le rôle que nous allons jouer est en lien avec notre première cause prioritaire, qui est la préservation de la paix et le règlement des conflits. En effet, nous sommes partie prenante de la création de la charte de l'UNESCO. Et que dit l'UNESCO? La guerre prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut élever les défenses de la paix. Le Rotary a construit à travers le monde plusieurs universités qui préparent les futurs leaders à la préservation de la paix. Et en Côte d'Ivoire, nous entamons une campagne auprès des populations à tous les niveaux pour justement faire l'éducation et la sensibilisation sur les questions de paix avant les élections, pendant les élections et après les élections. En une phrase, si vous devriez résumer votre vision pour le Rotary de demain, vous diriez quoi? J'allais dire, c'est continuer à servir davantage. Nous avons un but ultime, c'est faire le bien dans le monde. À partir de là, notre vocation pour les prochaines années, c'est de continuer à servir nos communautés, à faire en sorte que la pauvreté recule au sein de toutes nos populations. Et il faut le dire, votre devise, c'est servir d'abord. Servir d'abord. Servir d'abord, servir les autres. Servir les autres. Et quel message vous souhaitez adresser à tous les Rotariens de votre district, là maintenant, à quelques semaines de votre prise de fonction? C'est davantage d'engagement. Nous avons l'opportunité de servir nos communautés. C'est un sacerdoce, ça requiert beaucoup d'engagement, beaucoup d'implication. Et c'est demander donc à tous les Rotariens, à tous ceux qui veulent nous rejoindre, que le chantier est énorme. Les gouvernements font leurs meilleurs efforts, mais ce n'est jamais suffisant pour adresser tous les sujets. Nous devons continuer à monter des actions, à monter des activités qui puissent aider donc à soulager les couches les plus défavorisées au sein de nos différentes communautés, dans les différents pays où nous sommes présents. D'accord. Rappelez-nous vos 7 axes prioritaires. Vous avez dit le premier, c'est la paix. Le 7e, c'est l'environnement. Alors, et les 5 autres? Les 5 autres, vous avez donc la question de l'accès à l'eau et à l'assainissement. Vous avez le traitement et la prévention des maladies. Vous avez la santé de la mère et de l'enfant. Vous avez l'éducation et l'alphabétisation de base. Et enfin, vous avez les questions de développement économique local où nous créons des activités génératrice de revenus pour ceux qui sont dans le besoin. Et votre cérémonie de passation de collier, c'est prévu pour le 12 juillet prochain? Tout à fait, ce sera le 12 juillet au Palais de Congrès de l'Hôtel Ivoire. Et cette activité extrêmement importante sera parrainée par Mme Dominique Ouattara, première dame de la République de Côte d'Ivoire, que je voudrais remercier au passage pour l'honneur qu'elle me fait à titre personnel, mais surtout l'honneur qu'elle fait à tous les Rotariens de nos 10 pays.
Et on se souvient que votre président, le président élu du Rotary International, était en visite récemment à Abidjan. Tout à fait. Quels enseignements vous tirez de sa visite? Oui, le président du Rotary International, donc, qui commence le 1er juillet, le Brésilien Camargo, il était donc dans une tournée africaine. Il est passé en Côte d'Ivoire. Il a rencontré donc les autorités, dont notamment le Premier ministre. À cette occasion, le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire a reconnu et salué les efforts des Rotariens dans tout ce qu'ils font au quotidien pour nos populations. Et nous avons également discuté des nouvelles synergies que l'on pourrait avoir donc pour les prochains mois, les prochaines années ici dans notre pays. Aboubacar Ouattara, merci. Et il faut dire que président du Rotary International, on en a déjà eu en Afrique. Hein? Oui. Un Nigérian. Nous avons eu un Nigérian qui a exercé il y a à peu près une vingtaine d'années. Malheureusement, le second, qui était donc de Lungada, est décédé. Lui, il était vice-président, donc prévu être le président. Tout à fait. Malheureusement, la mort est survenue. Avant sa prise de fonction officielle. Merci. Monsieur Ouattara. Aboubacar Ouattara, gouverneur élu du district 9101 du Rotary International. Merci d'être venu sur ce plateau du dimanche 13h. Je rappelle que vous prenez fonction le 1er juillet prochain. Aujourd'hui, gouverneur élu. Vous serez à ce moment-là gouverneur tout court du Rotary International district 9101. Rotary International, servir d'abord, toujours et inspirer durablement.